Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment parler de la question de l'identité du genre à l'école? D'un côté, il y a ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle théorie du genre et de l'autre, il y a des élèves qui souffrent au quotidien parce qu'ils ne sont pas acceptés tels qu'ils sont. C'est la question du jour, on en débat dans un instant. Ce week-end ont lieu les journées du patrimoine et vous allez voir que cette année, les enfants sont les VIP de cet événement puisqu'ils auront accès à une multitude de lieux chargés d'histoire un jour avant tout le monde. On en parle en deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité avec Michael Dos Santos. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. Alors on commence avec Emmanuel Macron. Hier, le président de la République a dévoilé les contours de sa réforme pour la filière professionnelle lors d'un déplacement en Vendée. Premier point, Emmanuel Macron veut partir du terrain. Le chef de l'État l'a clairement indiqué hier devant les élèves du lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne. Il ne souhaite pas que cette réforme se fasse sans les acteurs de la voie professionnelle. Un énorme travail de concertation va se dérouler dans les prochains mois. Autre point important pour Emmanuel Macron, la réforme pourrait rentrer en vigueur de manière progressive. Il n'est pas exclu qu'il y ait des ajustements et parfois même des expérimentations en fonction des régions. Enfin, le président de la République a également expliqué vouloir donner plus de latitude aux enseignants, plus de marge de manœuvre aux établissements en fonction des besoins du terrain. Regarde. Ce qu'on va lancer dans les prochains mois, c'est une consolidation donc, de ce qu'on sait bien faire sur la base d'ailleurs d'exemples comme le vôtre. C'est ce renforcement, je le disais, de l'orientation. C'est donc une cartographie, en quelque sorte, des besoins de la nation, bassin d'emploi par bassin d'emploi. C'est de pouvoir évaluer nos différentes filières. Et c'est de pouvoir, avec nos lycées professionnels, sur les semestres qui suivront, voir comment on ouvre de nouvelles formations et comment on ferme les formations qui n'ouvrent plus de débouchés. Émission d'ailleurs que vous pouvez revoir, l'émission du Grand JT de l'éducation avec Dylan Ayassi et Pascal Vivier, justement sur la filière pro. Michael, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a plaidé hier pour accélérer le développement à l'éducation sexuelle à l'école. Auditionnée par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, Sylvie Pierre Brossolette a souhaité que l'éducation sexuelle soit enseignée dès la primaire. Pour la présidente du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, il faut que les notions d'égalité, de respect, mais aussi de consentement soient intégrées dans les psychologies de manière très rapide. Les objectifs, ils sont simples. Bannir d'un côté la culture du viol chez les jeunes générations, mais pas que. Lutter contre l'ignorance et l'envahissement de la pornographie dans les sphères adolescentes ou même encore les plus jeunes, c'est une urgence parce que si on ne fait rien là, on prépare les violences et les féminicides de demain. Elles ont lieu chaque année à la rentrée, les évaluations nationales, des tests de niveau dans les jours à venir et qui ne rencontrent pas un franc succès. Oui, elles sont en place depuis 2018. Ces évaluations nationales, les élèves de CP, CE1, 6e et seconde sont soumis à ces évaluations dans deux matières, le français et les mathématiques. Alors l'année prochaine, il y aura également les élèves de CM1 et de 4e. Alors selon Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, elles permettent de répondre immédiatement aux difficultés rencontrées et de mettre en place une pédagogie adaptée pour chaque élève. Problème, presque personne n'y adhère au sein du corps enseignant. Les critiques sont nombreuses, certains les jugent inutiles car les professeurs évaluent déjà au quotidien le niveau des élèves. Et puis d'autres pensent qu'elles sont proposées trop rapidement à ces élèves puisqu'ils ne sont pas réellement encore dans le bain, ces évaluations étant faites lors de la rentrée scolaire. Et puis il y a aussi des professeurs, et ça c'est assez étonnant, qui ne communiquent pas les notes aux parents de ces évaluations alors que c'est pourtant obligatoire pour la simple et bonne raison qu'ils ne souhaitent pas inquiéter les parents sur leur niveau ou en tout cas le niveau des élèves. Des professeurs qui craignent également que ces notes servent à mettre en concurrence les différents établissements ou à prouver l'utilité de ces réformes du côté du gouvernement. Du coup, je vous propose qu'on fasse une émission spéciale sur les évaluations nationales et vous serez avec nous pour en parler. Elles arrivent très rapidement, c'est dans les prochains jours, ces évaluations.
Enfin, on termine avec cette histoire surréaliste, celle d'un père de famille qui a voulu sauver ses enfants dans une école à Villeurbanne et qui a fini en garde à vue. Et oui, tout commence, et c'est très précis, à 11h35 exactement hier. L'alerte intrusion sonne dans l'école Albert Camus de Villeurbanne. Plusieurs parents se ruent alors vers l'école. Certains évoquent même une prise d'otage. Et c'est là qu'un père de famille, assez inquiet pour ses 2 enfants, franchit le périmètre de sécurité mis en place par la police. Il est alors armé de 2 couteaux. Il est prêt tout simplement à libérer ces 2 enfants qui sont confinés à l'intérieur de l'école, prêt à en découdre avec le forcené. Un acte courageux, mais qui va s'avérer tout simplement inutile puisqu'il n'y a personne à l'horizon. Il s'agissait tout simplement d'une fausse alerte. L'homme a été interpellé quand même, placé en garde à vue pour détention d'armes blanches. Et rassurez-vous, tous les enfants vont bien. C'est la bonne nouvelle. Surtout un père qui est devenu le super-héros de ses enfants, il était évidemment. inquiet, il était inquiet tout simplement pour ses enfants. Voilà, on l'aurait tous fait presque. Enfin, peut-être pas avec les couteaux, mais on serait en tout cas allé dans cette école. Merci Mickaël. Alors comment parler de la question de l'identité de genre à l'école? C'est notre question du jour, on en débat tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes déléguée générale d'SOS Éducation. Et face à vous, également ravie d'accueillir Florian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé d'exploitation transport dans la vie. Vous êtes avec nous parce que justement, pour témoigner votre histoire, vous êtes transgenre. La question de l'identité de genre revient en ce moment dans l'actualité. Avant-hier, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, en parlait dans son interview sur France Info. Se sont mêlés identité de genre et éducation à la sexualité, qui sont des choses très différentes. Et justement, on est là pour en parler, pour faire le distinguo. On va revenir sur tout ça. Je voudrais, avant cela, qu'on fasse presque un point théorique, presque une classe ensemble, mais qu'on comprenne bien le vocable. Les mots choisis, cela permet de tout comprendre, en tout cas de mieux comprendre les choses. Est-ce qu'on comprend? Les termes sont très importants. Qu'est-ce que identité de genre et théorie du genre? Sophie Audugé. Ah bah oui, je commence cash, mais il faut qu'on comprenne. Non, je crois que toute la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une tentative de créer un nouveau langage, ce qu'on appelle, en référence à un livre bien connu, une novlangue, où on crée un vocabulaire qui n'a pas d'existence réelle et qui nous perturbe vraiment tous beaucoup. Alors qu'en fait, nous, chez SOS Éducation, si vous voulez, ce qu'on tient à dire par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est que la question de l'identité de genre telle qu'elle est traitée aujourd'hui n'a rien à voir, en tous les cas, la manière dont SOS Éducation demande qu'il y ait de la vigilance par rapport aux enfants, n'a rien à voir, si vous voulez, avec les droits fondamentaux des personnes homosexuelles ou des personnes transsexuelles adultes. Alors attendez, là on rentre dans l'explication générale, mais je voudrais comprendre, pour ceux qui nous regardent, théorie de genre, identité de genre. Mais la question qui se pose, c'est, vous avez quelle est votre identité de genre, par exemple ? Est-ce que vous vous êtes ressentie femme quand vous êtes née dans les premiers jours de votre naissance? J'avoue que je ne me suis pas posé la question. Bon, ce qu'on aurait tendance, vous me direz Florian si vous partagez, quand on parle d'identité de genre, et c'est bien tout le problème, c'est qu'on a tendance à attacher à la notion de genre ou à mettre dedans cette notion de genre, du féminin masculin, des stéréotypes de genre. Donc, quelque part, on utilise un vocabulaire qui, par nature, fait que vous allez faire la démonstration du mal contre lequel vous voulez lutter, c'est-à-dire les stéréotypes de genre. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est un petit peu un conflit générationnel, c'est-à-dire que vous êtes plus jeune que moi, on s'est déjà dit, mais moi, ma génération, on ne se posait pas ce genre de questions. Moi, j'étais un garçon manqué, mais vraiment très, très manqué quand j'étais petite. Personne me serait venu me dire, bah, tiens, un garçon manqué, parce qu'on n'avait pas ce genre, si vous voulez, de classification. Peut-être qu'on en parlait moins, mais beaucoup de gens se posaient déjà la question. Est-ce que vous partagez l'avis, justement, de Sophie Audugé, Florian? Alors là, j'aurais juste déjà émis une seule chose sur quand vous avez abordé le sujet, c'est déjà, là, on parle d'identité de genre, et vous avez juste associé l'homosexualité là-dedans. Donc déjà, il faut juste dissocier. Si on parle de genre, on ne parle pas de sexualité. Déjà, parce que sinon on va se perdre et que c'est pas le sujet. C'est ça. Le genre, c'est rien à voir. Le masculin, le féminin. C'est ça. En fait, c'est pour moi, homme, femme. Après, tout ce que ça englobe à l'intérieur, c'est propre à chacun. Et c'est là où, quand vous posez la question, est-ce que vous vous êtes ressenti femme, vous n'êtes pas posé la question. Vous, c'est la même chose. Moi, je me suis senti garçon, je me suis pas posé la question. La question, elle est arrivée quand la puberté a démarré et que ça allait pas dans le bon sens. C'est juste là. Moi, j'ai fait aucune théorie, moi. C'est ça, c'est qu'en fait, vous grandissez. Vous pouvez nous donner votre nom de famille? Parce que je dis non. Ah, d'accord, ok. Florian, donc vous grandissez et vous ne posez pas la question. Vous faites des jeux qui sont des jeux dits
à la fois pour les garçons comme pour les filles. Alors vous jouez au foot ou peut-être, je sais pas, à la cantine, j'en sais rien, enfin bref. Et en même temps, petit à petit, vous vous dites, mais c'est vrai que c'est bizarre, je me sens pas dans ce corps-là. Non, je me pose même pas la question. Non. Non, en fait, moi petit, je joue. Alors c'est vraiment très cliché, mais moi gamin, je joue au foot. Ouais. Je me pose pas de question de savoir si c'est garçon ou fille. En fait, justement, c'est comme vous, on est des gens normaux, on se pose pas de questions. Vos parents se la posent ou pas? Non, parce que pareil, moi on se dit à l'époque, mes parents sont d'une génération, ils se disent c'est un garçon manqué, point. On se pose pas ce genre de questions. Pourtant ma mère a lu un livre sur une personne qui a fait un parcours trans bien avant, dans l'autre sens. Elle fait même pas le lien. En fait, c'est à la puberté, quand ça va dans le mauvais sens, c'est que là je me pose des questions, pourquoi les autres évoluent pas, enfin pourquoi moi j'évolue dans un sens qui n'est pas le mien. Alors, quand vous dites sang, c'est dans un corps qui ne correspond pas à ce que vous Oui, pensez, on peut vous dire ressentez ça, de vous. une enveloppe corporelle. Une enveloppe corporelle, c'est ça? Mhm. D'accord. Et alors, comment vous réagissez à ce moment-là? Vous en parlez tout de suite autour de vous ou pas? À ce moment-là, en fait, moi, mes parents m'ont dit de toute façon, dès la maternelle, je leur ai dit que j'étais un garçon. Ouais. Et moi, j'ai pas théorisé là-dessus. Juste, j'étais un garçon. Toute mon enfance, toute mon adolescence, je me suis vécu en tant que garçon parce que, pareil, comme tout le monde, je me suis pas posé de questions, j'étais un garçon. Et oui, à la puberté, j'ai juste dit, il va falloir faire quelque chose, je ne sais pas quoi, parce que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment Internet. Et ouais, je me suis dit, il faut faire quelque chose, je peux pas continuer dans ce sens-là. Et là, j'ai découvert par le biais d'une émission de télé, heureusement, que c'était possible. Comme quoi la télévision peut amener aussi des bonnes choses. C'est ça. C'était possible de pouvoir justement changer donc, subir des de genre. transformations pour... ouais. Exactement. Et vous avez commencé ces transformations vers quel âge? 15 ans. 15 ans. Mhm. Donc avec l'accord des parents à ce moment-là? Obligatoire. Obligatoire. Et à l'époque, c'est juste un petit mot pour mes parents, parce que je suis le premier trans français à avoir démarré mineur grâce au soutien de mes parents. Qui aujourd'hui, effectivement, sont toujours dans le soutien, j'imagine. Plus que jamais. Voilà. Et à aucun moment, vous vous êtes dit, c'est trop difficile comme parcours. Bien sûr que si. Si. En plus, moi, j'ai la phobie des intraveineuses. Donc, moi, gamin, il fallait me tenir par tous les membres possibles pour me... Donc, ma mère, la première action qu'elle a eue, justement, ça a été de se dire... le soutien, il a toujours été inconditionnel. La question, ça a été est-ce que... En fait, c'est ça presque qui a déclenché chez elle l'acceptation d'office, c'est de se dire, mon gamin, il est incapable d'aller faire une prise de sang et pourtant il est capable d'aller subir tout ça. Donc c'est que c'est pas un caprice, c'est que voilà. Et sachant que là, si on fait le chemin, là, si on regarde dans le rétro, j'ai subi à peu près une trentaine d'opérations parce qu'il y a eu pas mal de complications. Si c'était à refaire, je crois pas que. Enfin, je veux dire, les gens sont. Je crois pas que quoi, parce que c'est important. Alors, si je dois finir ma phrase, c'est ce que j'ai toujours dit. Si c'était à refaire, je me serais foutu en l'air, c'est sûr. Je referais pas. Attendez. C'est important. Si c'était à refaire, c'est-à-dire toutes les complications par lesquelles vous êtes passé sur le plan médical, chirurgical? Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un choix. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Quand on est garçon, dans une enveloppe corporelle ou l'inverse, c'est pas un choix. C'est que soit on transitionne parce que c'est vital, soit on meurt, mais on ne vit pas dans l'enveloppe corporelle qui ne nous est pas destinée. Alors chez SOS Éducation, justement, vous alertez sur plein de sujets. Effectivement, on l'a dit depuis le début, sur la théorie du genre, l'identité de genre, faire la distinguo, mais aussi sur les complications, justement, médicales qui s'opèrent. Non, mais justement, je voudrais revenir parce que ce qu'a expliqué Florian est vraiment fondamental et je crois qu'il faut qu'on s'arrête sur ce point-là qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que l'identité, vous parlez d'identité de genre, c'est la compréhension qu'on a au niveau de la société, de ce qu'est un homme et une femme. Ouais. Après, le sexe, c'est un fait qu'on observe. À la naissance, la plupart des êtres humains, mammifères comme nous, on est avec un sexe qui est visible et qui est constaté. Il y a des enfants qui sont ce qu'on appelle intersexués, c'est quelque chose de très spécifique, très compliqué d'ailleurs à gérer, mais c'est autre chose. Il y a, depuis plus de 100 ans, de documenté un pourcentage très faible, infime, c'est 1 pour 10 000 garçons et 1 pour 20 000 filles, d'enfants qui vont naître avec ce qu'on appelle une incongruence profonde, totale, de son sexe biologique et de son sexe psychique. C'est, à mon avis, ce qui est arrivé à Florian. Ce que racontent en fait les professionnels, les experts qui documentent cela depuis très longtemps maintenant, notamment dans les pays du Nord, qui ont beaucoup d'avance sur nous, c'est que ces enfants-là vont de manière instantanée, de manière très... Instinctive, merci beaucoup, entre 2 et 4 ans, exprimer en fait qu'ils ne sont pas conformes à leur sexe pour eux, à l'intérieur, mais dans leur psyché.
C'est exactement comme Florian dit à ses parents déjà tout petit à la maternelle, je suis un garçon. C'est-à-dire que ses parents ne peuvent pas imaginer que c'est pas profond en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très documenté. Ces enfants-là, ils existent, ils sont en nombre infime et on n'est pas, je suis désolée, mais je crois que c'est important de dire, on n'est pas sur du transgenrisme, on est sur une transsexualité à un moment, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont profondément, Florian est profondément un homme. Moi, j'étais encore en conversation avec une femme et j'ai eu une femme transsexuelle, elle me dit non, femme. Et je lui dis, vous avez absolument raison. En fait, ça ne nous regarde pas l'histoire de Florian. Florian, pour moi, c'est un homme. Il s'est toujours senti homme. Il a eu ce parcours qui est un parcours difficile, qui est un parcours compliqué, qui est un parcours qu'il a mené avec sa famille, avec l'amour des siens. Et c'est ça qui est essentiel. Et nous, chez SOS Éducation, on défend cela. Ce qui est dangereux aujourd'hui dans ce qui se passe, c'est qu'on a ce qui a été théorisé par Lisa Altman aux États-Unis notamment, c'est qu'on a une inversion des courbes. C'est-à-dire que alors qu'on a, et qu'on le sait, des enfants qui vont naître avec cette incongruence tout petit, et donc il va falloir accompagner, parce que Florian a raison et ses parents ont fait un travail admirable et un parcours admirable. C'est un parcours de vie d'une famille entière. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont aidé, et j'imagine que vous avez été accompagné par des psychiatres ou des psychologues ou des gens qui vous ont aidé, ou des médecins peut-être, qui ont permis à Florian et à sa famille de vraiment prendre conscience que c'était ça qu'il lui fallait, malgré tout ce qu'il devrait traverser, malgré tous les risques qu'il prendrait. Mais justement, parlons des risques. C'est très important qu'on comprenne ce que c'est, parce qu'effectivement, au départ, on a compris l'idée qu'on ne naît pas finalement dans le bon sexe, je puis dire, dans le bon genre. D'accord. Et après, il y a tout le parcours. C'est infime, c'est très rare. Il faut quand même redire qu'aujourd'hui, on a énormément, parce qu'il y a énormément de communication, il y a aussi une mode, faut dire les choses, quand vous avez des courbes qui font fois 4400% dans un pays. C'est-à-dire une mode. On peut parler de mode quand on va jusqu'à faire une opération? Oui. Alors, non. Moi, l'effet de mode, je le mets dans la théorie, justement, parce qu'il y a l'identité de genre, et moi, je sais que, parce qu'à l'époque, j'étais militant, et alors, c'est quoi la théorie du genre? Parlons-en, puisqu'on est là pour justement parler de tous les termes. Selon moi, parce que moi, je suis pas expert, j'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus. En revanche, moi, à ma petite échelle, ce que j'ai constaté, c'est que moi, quand j'ai commencé à 15 ans, à baigner un peu dans la communauté, comme on dit, c'est qu'à partir de 2009, il y a un effet de mode qui est arrivé. Alors, effet de mode, ça fait crisser, enfin, ça fait... Voilà, il y a pas mal de gens dans la communauté qui supportent pas mon discours, parce que moi, je suis très binaire. Et du coup, il y a un effet de mode qui est arrivé qui s'appelle l'effet queer, enfin le queer. Et pour moi, ça, c'est quelque chose... Je veux dire, j'accepte et j'admets que ça existe. Mais ce qui me titille, c'est quand on essaie de s'inclure dans un combat qui n'est pas le sien. Parce qu'il faut bien dissocier les choses. Il y a, comme on l'expliquait, il y a les trans qu'on appelle primaires, pour les psychiatres, donc dans mon cas. Et puis il y a d'autres gens qui vont se sentir peut-être proches de ça, mais qui ne le sont pas et qui vont théoriser. Jusqu'à en arriver à peut-être pas des abus, mais des extrémités, de l'extrémisme un peu. Vous rejoignez le discours de Florian? Alors, je crois que je rejoins le sentiment qu'a Florian en tant que personne qui a fait ce parcours. Et vous êtes un certain nombre avec les pressions que vous évoquez, parce que moi je suis en contact avec beaucoup de personnes qui ont fait votre parcours et qui effectivement expriment le fait qu'ils ne peuvent pas parler ouvertement parce qu'ils se font attaquer, insulter, voire certains se font physiquement brusquer. Et je crois que... Attaqués par qui? Parce qu'il y a les deux côtés en fait. Par les idéologues. Non, mais par les transactivistes. C'est-à-dire ça. Le discours de on Florian... est attaqué déjà parce qu'à la base on ne se sent pas vraiment dans le même corps, etc. Dans la société parce qu'on a envie de changer. Et de l'autre côté aussi par les transactivistes. Oui, alors je crois que la société est quand même beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Ça dépend où. Bon, attendez, reconnaissons que c'est quand même compliqué. Ça, c'est autre... Alors, j'irai pas... je veux bien qu'on finisse... Virginie, ça me semble important parce que ce qu'explique Florian est quelque chose qui est effectivement partagé par d'autres personnes qui ont fait le parcours de Florian. Ce qu'on appelle un effet de mode, c'est ce qu'on appelle l'idéologie du genre. C'est le fait de considérer que toute personne, dès son plus jeune âge, est capable de s'autodéterminer dans un genre qu'elle choisit sans qu'il puisse être discuté par qui que ce soit. Demain, votre enfant vient et vous dit « Maman, vous avez une petite fille, elle me dit « Maman, je me sens garçon, je veux prendre des bloqueurs de puberté. » Ce que Florian n'a pas pris apparemment, on aura l'occasion d'en discuter par rapport aux effets négatifs. Et là, si vous voulez, c'est un problème. Parce que Florian, il a ressenti ça, il a eu des parents aimants comme normalement. Alors, ce que je voudrais, c'est quand même puisse avoir une discussion sans se focaliser sur on va dire les familles
ou les parents dysfonctionnels, si vous voulez. Un parent aimant, ce qu'il veut, normalement, c'est le bien de son enfant. Les parents de Florian et des parents qui ont peut-être besoin de plus de temps, j'en conviens. Mais quand vous voyez que votre enfant, c'est instinctif, que c'est en lui, que c'est... Moi, j'avais eu une conversation également avec une personne qui avait fait un parcours également, qui me disait, mais moi, en fait, c'est très simple. Quand j'étais à la maternelle, quand on disait les filles et les garçons d'un côté, je me mettais toujours du côté des filles, alors que c'était un garçon, si vous voulez. Mais parce que, si vous voulez, on lui disait ça, c'était instinctif. Et je pense que Florian est dans cette situation-là. Mais le problème, c'est que si vous avez un enfant qui est en souffrance, a un trouble de l'identité, comme tous les enfants l'ont au moment de la puberté. D'accord ? À ce moment-là, sa souffrance lui fait mal, l'empêche de vivre. Et si à un moment on lui dit « mais ne cherche pas, c'est parce que tu es dans le mauvais corps », vous risquez d'avoir des enfants qui prennent ce mot-là, parce que ça va quelque part atténuer un peu la souffrance sur le moment, qui finalement vont masquer une autre souffrance. Et toute la question elle est là. C'est-à-dire que pour Florian, il semble, moi je ne connais pas, mais d'après ce que vous dites, il semble que pour Florian, l'origine, c'est cette dysphorie de genre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de cas documentés où les enfants, et notamment le cas Kirabel que vous connaissez très bien, j'imagine, en Angleterre, qui a fait son parcours de transition, et elle, en fait, elle avait eu des sévices sexuels, elle a eu une dépression post-traumatique, et elle a considéré qu'effectivement, elle était née dans le mauvais cœur, elle a fait toute une transition, elle est revenue en arrière, et elle a accusé l'hôpital, qui aujourd'hui est en train de fermer sa clinique, parce qu'elle a considéré qu'à ce moment-là, les adultes auraient dû prendre le temps de faire ce travail d'attente vigilante, de psychothérapie un petit peu longue pour voir où était l'origine de la souffrance. La question, c'est l'origine de la souffrance. Alors, pour ne pas emmener dans un chemin. On va y revenir justement pour tous ceux qui ont regretté peut-être leur choix, qu'on appelle, alors j'ai vu beaucoup de termes employés, on appelle ça la détransition, la retransition, enfin il y a beaucoup de termes qui sont employés, chacun y va un peu de son point de vue là-dessus, mais je voudrais avant cela, puisqu'on est quand même sur School TV, on parle de l'école, est-ce que aussi c'est à l'école qu'on doit parler justement de l'identité de genre? Et comment en parler? Qui doit en parler? Parce qu'il y a des cours, alors, ce qui est tout à fait différent, il faut bien qu'on fasse le distinguo ici, des cours justement d'éducation sexuelle ou des cours de sexualité à l'école qui sont faits, et qui sont faits d'ailleurs par les professeurs, ce qui est très difficile, parce que est-ce qu'ils ont des formations nécessaires pour ça? C'est quand même pas simple, mais ça c'est un tout autre sujet. Et là aussi, à l'école, comment fait-on pour pouvoir vivre et en parler, et comment ça s'est passé pour vous? À l'école, primaire, maternelle, tout ça, ça a été, puisqu'à ce moment-là, personne vraiment se pose de questions. On n'est pas à un âge où on discute de tout ça. Collège, très difficile, parce que c'est là qu'arrive la puberté, c'est là que les différences se créent, et puis c'est là aussi où il y a les premiers flirts, c'est les premières choses comme ça, et du coup, ça appelle à la sexualité, justement. Tout le monde découvre un peu ce côté-là. Et c'est là où, justement, c'est bien d'appuyer là-dessus, c'est que sexualité et genre, ça n'a rien à voir. Et c'est là que, à mon avis, quand la question c'est est-ce qu'il faut en parler à l'école, moi je pense qu'à l'école, il faut accompagner. En parler à outrance, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que déjà pour en parler, je sais pas, toujours un peu pessimiste là-dessus, c'est que pour pouvoir parler d'un sujet, il faut le connaître, il faut le maîtriser. Donc, c'est toute la difficulté, parce que les enseignants aussi, et on peut les comprendre, c'est quand même compliqué de pouvoir maîtriser tous les sujets, et surtout de savoir en parler. Encore une fois, on peut être un très bon mathématicien et pas savoir enseigner les maths. Bon, là, c'est la même chose. C'est toujours compliqué de pouvoir toucher à tous les sujets. Parce que moi, la chance que j'ai eue, moi j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai eu ma famille et j'ai eu pas mal de professeurs derrière moi. Notamment, ce qui a lancé mon parcours, c'est une professeure de 3e. Donc, voilà, moi Par contre, j'ai croisé aussi des professeurs très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui se rendent pas compte que l'humain reste à la maison et que là, ils sont dans un cadre professionnel. Moi, j'ai été confronté à une prof qui était encore plus mesquine que les élèves. Alors que les élèves avaient déjà un bon niveau. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Vous faisiez des phrases, j'imagine. Le proviseur avait accepté qu'on m'appelle Florian, puisque de toute façon j'avais les attestations psy, etc. Puisque donc vous avez changé de prénom. Voilà. Là, de toute façon j'ai changé d'état civil depuis, mais là ça remonte à l'école, donc c'était un petit moment. Et cette professeure s'était mise en lutte personnelle de m'appeler par le prénom d'état civil. Et du coup, un jour, moi c'en était trop, je lui ai dit non, c'est Florian en fait, et à partir d'aujourd'hui ça le sera, et sinon j'assisterai plus aux cours. Elle m'a dit moi c'est Gertrude, et puis voilà, ça fait rire toute la classe. Et ça, c'est rien, mais c'est un truc qui vient d'un prof, un adulte. Et à ce moment-là, je veux dire, moi, je m'étais habitué aux claques dans la cour par les élèves, aux insultes. Par un adulte, par un professeur,
Quelqu'un qui est censé réfléchir, Et surtout, qui est censé être neutre, pas donner son point de vue. Neutre. C'est ça le truc. Alors, je voudrais citer quand même l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, qui a récemment fait un meeting dans lequel il parle d'endoctrinement des enfants, notamment sur la théorie du genre. Qu'est-ce que vous répondez? En fait, si vous voulez, sur la question de savoir... À l'école toujours. Hein. Oui, si la question c'est de savoir s'il faut en parler à l'école. Je pense que ce qui est très important, et je voulais revenir, parce que Florian l'a dit 2 fois, et je suis absolument d'accord avec vous, il faut savoir qu'il y a quand même une réalité de transactivisme qui diffuse, si vous voulez, une idéologie qui est une idéologie qui ne dit pas la vérité. Et du coup, juste transactivisme, ça me pose un problème parce que pour moi, c'est du queer activisme. C'est la nuance. Je comprends très bien votre position. C'est vrai que... Bon. On peut distinguer les deux pour ceux qui nous regardent, entre queer et trans parce que... Non, en fait, je pense que la question, c'est l'activisme. Voilà. Ouais, voilà, on va résumer comme ça. C'est l'activisme. C'est-à-dire que ce sont des gens... On redit juste, pardon, parce que comme c'est une émission, on nous suit. Queer, ça veut dire quoi? Queer, le mot global, j'ai jamais vraiment compris. C'est une transformation, en fait? En fait, je pense que c'est une subculture. Voilà, c'est une subculture qui rassemble, si vous voulez, quelque part, qui tente en fait de faire une genre de convergence des luttes. Je veux dire, voilà. J'essaye, c'est très compliqué à définir, parce que c'est une novlangue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu une subculture qui rassemblerait des combats homosexuels, ultra-féministes, transsexuels, non-binaires, etc. Or, aujourd'hui, cet activisme qui est extrêmement violent, finalement, commence à avoir des dissidences à l'intérieur même. C'est-à-dire que des personnes transsexuelles qui ont fait le parcours de Florian et qui se sentent pas du tout transsexuelles, mais dans la réalité de ce qui donne à voir, c'est-à-dire Florian, un homme, si vous voulez, prennent de la distance avec ces gens-là. Ils disent attention, là ça va trop loin. Et le lien avec l'école? Et pour en venir à la phrase d'Éric Zemmour? Le lien avec l'école, c'est que ce sont ces associations-là qui vont dans les écoles. Ce sont ces associations-là qui rédige la circulaire Blanquer d'accueil des enfants en transidentité, même si, bon, je mets plein de guillemets parce que pour moi, c'est pas du tout un fait. On l'a vu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ce sont ces associations-là qui co-écrivent la circulaire Blanquer. C'est ces associations-là qui ont un agrément de l'éducation nationale et qui touchent des subventions pour aller dans les écoles. Et mais quand vous ils vont dans les écoles... Non, pas du tout. Vous n'y allez pas du tout? Non, et pourquoi on va pas dans les écoles. Alors d'abord, malheureusement, nous sommes trop petits, donc on ne peut pas. On fait des conférences donc on est ouvert à faire des conférences à des professeurs, à des associations de parents pour expliquer l'état des connaissances sur la question de la identité pour donner un peu plus d'explicitation. Mais si vous voulez, ce qui se passe par rapport à l'école, c'est que vu que vous avez des associations idéologiques, activistes, qui vont vers les enfants, quelque part, l'information qu'il communique, c'est pas une information objective, c'est pas une information neutre. C'est-à-dire que quand Florian raconte son parcours, il dit que ce parcours a été difficile. Il ment pas. Et il dit que ça a été vital. Et en fait, c'est tout le travail d'accompagnement qu'on doit faire avec un enfant, de savoir si l'enfant, est-ce que c'est un moment où il n'y voit pas très clair dans son identité et que le temps va lui permettre de savoir qui il est peut-être. Et vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, on brouille les pistes. Et aujourd'hui, les activistes brouillent les pistes entre l'orientation sexuelle, qui n'a rien à faire à l'école. Je veux dire, c'est de l'intime. On met en danger les gens quand on met l'orientation sexuelle à l'école devant tout le monde. C'est un danger, il faut faire attention. Ce sont des enfants qui peuvent après se faire harceler. Donc, il faut être très vigilant. Et puis, la question d'une transidentité au sens de la dysphorie de genre, qui, elle, nécessite une explication formelle, nécessite de présenter ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'effectivement c'est documenté, c'est un nombre infime de personnes, mais pour ces personnes-là, l'origine de leur souffrance, c'est celle-ci. Voilà. Et elles sont profondément... D'abord, elle est très jeune, et là, ce qu'on a vu, je ne sais pas si vous voulez en parler là maintenant, mais ce qu'on a vu, c'est des jeunes en pleine crise d'adolescence, donc qui sont bien plus âgés que Florian, et qui, finalement... Bien plus jeunes. Bien plus jeunes, mais bien plus âgés quand ils commencent à ressentir éventuellement une différence entre ce qu'ils se sentent à l'intérieur et ce qu'ils sont biologiquement. Et là, si vous voulez, on a 80% de filles, 80% de filles qui vont avoir entre 13 et 15 ans, et ça fait des courbes totalement inversées qui posent vraiment question. Alors je reprends tous les deux vos mots, vous parlez d'effet de mode d'ailleurs dans la plupart des cas. C'est quoi? Ça veut dire quoi un effet de mode? Comment on peut arriver à un effet de mode? La puberté, c'est un moment difficile, souvent vécu difficilement. Justement, en fait, la puberté, c'est pour ça que parler à l'école, l'époque du collège, c'est vraiment la période la plus
la plus compliquée pour quelqu'un, pour se construire. C'est là où tout se passe et c'est là où, en plus avec les réseaux sociaux maintenant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'effet de mode, parce que la seule possibilité avant justement l'invasion queer dans le truc, c'est qu'il n'y avait qu'un parcours en fait. On démarrait, on finissait, point. Et c'est pour ça que Il n'y avait pas autant d'images, effectivement, partagées sur les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas autant d'informations. Maintenant, je suis quelques trans là sur les réseaux, et en fait, maintenant même, c'est presque ingrat de leur part. C'est-à-dire que nous, à l'époque, il fallait les trouver, les infos. Pour trouver déjà un chirurgien, ça se cherchait en France, il n'y en avait qu'un pour tout le monde. S'il faisait du travail bâclé, c'était pas grave, parce qu'avec lui, je veux dire, maintenant, ils claquent des doigts, ils ont tout sur un plateau. Et puis, enfin voilà, tout va trop vite déjà, mais ça c'est global dans la société. Après, la petite chose, c'est justement ça, pour en parler à l'école, il y a un truc que je pense que c'est important de dire, c'est que trans, puisque moi je trouve que c'est mieux de dire ça et de ne pas rajouter quelque chose derrière, parce que mais trans, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme dans le transport, c'est aller d'un point A à un point B. Et c'est ça aussi où il faut comprendre une chose. À l'école, moi je considère qu'il n'y a pas de nécessité de parler de tout ce qui est, vous l'avez dit, dans le domaine de l'intime. C'est-à-dire que tout ce qui touche à des choses Oui, mais la sexualité, on en parle, par exemple, à l'école, c'est le domaine de l'intime. Oui, mais... Vous pensez que c'est pas une bonne idée ? Ça, déjà, oui, je trouve que ouais, c'est déjà un peu trop. Pour tous les parents qui ne le font pas à la maison parce que c'est gênant, parce qu'ils n'y arrivent pas, etc. Vous pensez que c'est, en fait, à l'école, ce n'est pas à l'école de le faire, c'est à la maison ? À la base, si on reprend la base de la base, c'est censé être les parents qui éduquent et l'école qui enseigne. Donc déjà, voilà, après, on est dans une société où apparemment l'école est obligée de se substituer aux parents. Mais le problème, et c'est pour ça que je ne sais pas dans quelle mesure c'est bien d'en parler, parce qu'un enfant qui est endoctriné par ses parents à penser que les trans c'est pas bien et que ceci, enfin, on peut prendre plein d'exemples, là, je ne vais pas citer tout ce qui est mine. Non, puis on a peu de temps voilà. Et j'ai encore plein de questions. C'est ça, et du coup, moi je me dis, de toute façon, si le travail n'est pas fait à la maison, qu'on en parle à l'école ou pas, le gamin il retourne chez lui et il retourne dans les mêmes formes d'oppression, etc. Donc l'école, c'est bien, mais ça, je suis pas sûr que ça à part créer plus de transphobie, je sais pas. Alors, créer plus de transphobie, effet de mode, justement, cette génération qu'on peut appeler des regretteurs ou alors des détransitionneurs. C'est les détransitionneurs plutôt. Hein, ouais. Moi, voilà, je connais aucun des termes parce que j'ai pas connu, moi, de personnes. Je crois avoir parcouru à peu près tous les articles sur Internet qui existent sur la question, que ce soit en français ou en anglais. J'ai relevé plein de termes. En gros, les deux qui ressortent sont ceux-ci. Donc, l'idée, effectivement, les statistiques sur la retransmission sont difficiles à obtenir. Je cite une étude portant sur 796 personnes recherchant des soins de genre en Espagne, je dis bien en Espagne, indiquait que 8 en soit retransformés, soit révélés des regrets, 1%. C'est 1% seulement. Une autre étude s'est penchée sur les chirurgiens qui proposaient des procédures d'affirmation de genre en regardant 46 chirurgiens qui avaient travaillé sur 22 725 patients. Il n'y avait que 62 cas documentés de regrets, soit 0,27%. Parlons-en. Alors parlons-en. Les chiffres sont quand même très critiqués par toute la sphère scientifique internationale. Oui. Il faut savoir qu'il y a quand même eu un phénomène d'alerte très important par le documentaire qui s'appelle Transtrain. C'est pour ça que je trouve que Florian a très bien désigné la notion de trans en parlant quelque part de transport, enfin de chemin. Oui, le chemin parcouru de A à B. Voilà, ce documentaire suédois qui a donc dévoilé ce qui se passait dans l'hôpital Karolinska, qui est quand même l'hôpital qui remet le prix Nobel de médecine et de physique. Donc autant dire que ça a été quand même un sacré pavé dans la mare. C'est qu'ils se sont rendus compte, et notamment parce que les médecins, les psychiatres, les chirurgiens ont commencé à voir les courbes qui évoluaient. Et ont commencé à se poser des questions sur eux-mêmes, sur leurs pratiques. Et ils ont et leur responsabilité. Absolument. Et ils ont désigné ce qu'ils ont appelé un stress éthique. Et là, ils ont commencé à se poser des questions sur les chiffres. Et ils sont allés chercher les chiffres. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune classification et de données chiffrées. Tous les mineurs n'avaient pas été enregistrés. 0 donnée. Alors c'est quoi ce stress éthique justement ? C'est par rapport effectivement à la responsabilité de tout d'un coup transformer un enfant, donc vous avez commencé vers 15 ans, mais ça peut être un peu avant maintenant, ça peut être un peu après, mais en tout cas qui n'est pas adulte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, leur problème, ça a été de se rendre compte qu'il y avait une évolution sociétale de par un phénomène de mode qu'on a, je pense, assez bien exposé, et puis qui se retrouve
partout dans la communication. Je veux dire, vous n'avez pas une publicité aujourd'hui où vous n'avez pas effectivement, on va dire la mode queer, on va prendre le terme générique, des comédiens, c'est pareil. Disney dit, moi, je n'aurai plus que 50% de comédiens qui seront trans, je m'y engage. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène aujourd'hui qui fait que c'est in. C'est affreux, mais c'est comme ça. Bon, le problème, c'est que ces médecins, quand ils se sont rendus compte que les courbes s'envolaient, ils se sont posé la question sur eux-mêmes en disant, mais est-ce qu'on a bien fait le travail d'aller chercher l'origine du mal? C'est-à-dire, est-ce qu'on était bien dans une dysphorie de genre? L'origine du mal, c'est une expression qu'on ne veut pas s'acquitte pas demain matin. Non, du mal sur de la les personne. réseaux. Ah non, mais la personne souffre. On connaît le principe des réseaux sociaux. Non, mais ce qu'il faut par contre dire, et ce que nous on a toujours dit chez SOS Éducation, c'est que ce qui est certain, c'est que tous les enfants, et je dis enfants jusqu'à 18 ans moi, tous les enfants qui vont exprimer le sentiment d'être nés dans le mauvais cœur, tous ont une souffrance profonde et réelle. Ça, c'est très important. Et ce qu'ont mis en évidence ces lanceurs d'alerte, c'est que la question qui se pose au corps médical aujourd'hui, c'est de savoir si cette souffrance, l'origine du mal, elle vient d'une dysphorie de genre véritable, c'est-à-dire d'une personne qui, comme Florian, est homme profondément en lui et qu'il voudra exister en tant qu'homme et qu'il faut l'accompagner, accompagner sa vie, parce que sa vie, elle va se faire avec sa famille, et donc il ne doit pas être en rupture avec sa famille. Et donc on essaye d'accompagner tout le monde ensemble pour qu'il puisse avoir un avenir dans lequel il se sente à sa place. Ou bien est-ce qu'on est sur une origine de la souffrance qui est différente? Et là, on a depuis, puisque là, je vous parle, il y a 15 ans, quand ils ont commencé à se rendre compte de tout ça, depuis, il y a des études qui ont été faites, on a identifié ce qu'on appelle en médecine, c'est pas un joli terme, mais de la comorbidité. Et on se rend compte que dans ce qu'a appelé Lisa Littman, c'est-à-dire la dysphorie de genre à déclenchement tardif, rapide et tardif, ce qui n'est pas le cas de ce qu'a vécu Florian, c'est-à-dire une dysphorie qui apparaît sans aucune marque dans l'enfance, qui apparaît très vite avec des enfants qui sont convaincus et qui veulent que ça bouge tout de suite et qui ne peuvent pas attendre. On se rend compte qu'il y a énormément de comorbidité et on va retrouver des profils spécifiques, notamment du spectre autistique, notamment des enfants avec un trouble de l'attention, des enfants, ce qu'on appelle HPI à haut potentiel. Oui, qui ne se sentent pas vraiment bien effectivement dans leur vie, dans la société, à l'école notamment, et qui transposent leur angoisse sur d'autres choses. Absolument. Et qui ont une tendance à la focalisation. Voilà, c'est des profils d'enfants ou de comorbidité qui ont une tendance à la focalisation. Et également des jeunes, hommes ou filles, des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ont subi des sévices sexuels dans l'enfance. Donc il y a une surreprésentation. Une étude qui a été lancée sur justement des personnes qui avaient détransitionné prouve qu'il y a 72% de ces personnes qui avaient une situation psychopathologique correspondante à celle que je viens de vous évoquer. Mais c'est le problème du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment aussi on a les angoisses? Alors, justement, parce que c'est l'origine et c'est le travail. C'est pour ça qu'aux Pays-Bas, en fait, qui ont été les premiers à développer des protocoles, oui. Ils ont développé un protocole qui s'appelle le protocole d'accompagnement d'attente vigilante. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on entend l'enfant, on accompagne la famille et l'enfant à écouter l'enfant et tout le travail va consister avec un corps médical qui est pluridisciplinaire à savoir quelle est l'origine de la souffrance. Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est un mal-être? Est-ce que c'est une dépression infantile? Voilà. Et est-ce que c'est une dysphorie de genre véritable? Et auquel cas, la personne de l'enfant sera accompagnée pour avoir une vie d'adulte dans laquelle elle puisse vivre sereinement et apaisée. Alors justement, l'accompagnement, le parcours, parlons-en, si vous voulez bien, Florian. Quand vous avez parlé de ces 30, je crois que j'ai retenu, trentaine d'opérations. Évidemment, vous n'avez pas toutes les décrire, mais est-ce qu'on peut citer quelques moments évidemment forts par lesquels vous êtes passés et qui sont eh bien, des moments peut-être pour lesquels ces enfants, puisque souvent ce sont des enfants, ou alors jeunes adultes, ne sont pas du tout préparés? Encore une fois, alors là, le problème qui va se poser en abordant ce sujet, c'est que maintenant, moi, il y a un truc que j'appelle, il y a le parcours trans à la carte. Moi, dans mon cas, et encore une fois, je l'étale pas aux autres, mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de choix. C'est quand on démarre un parcours, on le finit, parce que de toute façon, c'est comme ça. Faut juste, en fait, le corps que je devais avoir, j'ai fait en sorte de l'obtenir. C'est pour ça qu'à aucun moment vous avez regretté. À quel moment vous avez dévié, vous avez dit ok, c'est très très dur, mais je continue. Ma voix est là. Ouais, c'est soit je meurs, soit je vis dans cet autre corps. Et oui, c'est ça, parce que en fait, c'est être soi, parce que comment on fait sinon? Et alors ces opérations, parlons-en, parce que j'ai justement aussi l'inquiétude de beaucoup de parents, forcément, peut-être face à la détresse de leur enfant, qui se dit, bah oui, manifestement, il y a cette nécessité de changer donc de genre, hein, je parle bien de genre féminin ou masculin, mais voilà, de sexe, mais par quoi on passe?
Et ça, c'est toute la difficulté. Bah, Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'on en parle? je ne sais pas si maintenant, maintenant la nouvelle génération, ça a tellement changé comparé à mon époque. À mon époque, tout le monde était au courant de ce par quoi il fallait passer. On était tous. Mais pourquoi aujourd'hui on sait encore plus de choses? On voit encore plus de choses. Alors, Comment c'est le possible problème, alors? c'est que maintenant, on sait beaucoup de choses d'un coup. Mais on ne prend pas le temps de trier, on ne prend pas le temps de réfléchir. Je veux dire, par exemple, là, quand on parle de détransition, moi, à mon époque, on n'a connu qu'un seul cas qui a regretté son parcours. Mais ce gars-là, il s'est avéré qu'après, il nous a expliqué que psychiatriquement, il était schizophrène. Donc en fait, C'est ce que vous dites en fait. voilà, c'est que et nous à l'époque, et quand je dis à l'époque que moi j'ai pas de chiffres statistiques, j'ai pas de. Par contre, moi j'ai connu des milliers de personnes dans ce cas-là. Et je veux dire sur des milliers, quand il y en a qu'un seul qui regrette, c'est bien qu'à une époque, et pourtant les psychiatres autoproclamés experts à ce moment-là étaient pas spécialement doués, surtout pas en France. Moi je suis tombé sur une, encore une fois, j'ai eu de la chance. Mais voilà, c'était une époque un peu compliquée. Aujourd'hui, ça va trop vite. Un gars ou une fille se réveille, il se dit je veux transitionner. Et puis hop, il a toutes les infos. Et c'est ça, nous à l'époque, comme il fallait se battre un petit peu pour les trouver, ça laisse le temps aussi de réfléchir, ça laisse. Je pense toujours à une chose, c'est en ce moment là, les gens qui font la sleeve pour maigrir, et tous les gens que je connais qui l'ont fait, quand ils sont minces, ils disent leur cerveau considère pas encore qu'ils sont minces. Il faut un temps d'adaptation, le cerveau il va pas aussi vite que le corps. Du coup, ces gens-là, maintenant, avec notre époque, le 5G, etc., c'est je veux transitionner, je transitionne, je prends même pas le temps de réfléchir, et d'un coup, hop. Et les images autour, effectivement, qui sont très fortes, notamment Et cette oui. affiche du planning familial qui montre 2 hommes ensemble, dont un enceinte. Les hommes aussi peuvent être enceintes, c'est ce qui est écrit. Ça a choqué, ça a fait réagir ou ça a plu. Quelle est votre réaction, Sophie Liger? Moi, j'étais complètement scandalisée pour plusieurs raisons. Moi, j'aurais beaucoup aimé réagir à ce que vient de dire Florian. On va en parler juste après, justement, c'est le lien. Sur l'image, en fait. Il y avait plein de choses que vous avez évoquées qui vraiment sont intéressantes, je pense, pour les parents qui peuvent nous regarder. Pourquoi? D'abord parce que le planning familial, justement, son rôle, c'est d'assurer une information, une formation au droit à l'avortement, qui est un droit qui a été voté dans une loi, en fait. Voyez, faut pas confondre. Il y a des enfants qui ne sont pas informés de cela. Et moi, j'aimerais bien que le planning familial fasse ce pourquoi il a été créé, et non pas qu'il porte une idéologie qui fait croire aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe comme ils veulent. Et Florian a tout à fait raison, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On change pas de sexe. Je veux dire, on peut changer l'apparence de soi, mais on ne peut pas changer l'apparence qu'on a sur soi. Vous allez réagir à ce que vient de dire Florian dans une seconde. Vous terminez sur le planning familial parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Et comme je sais qu'on a peu de temps, je préfère vous prévenir. D'accord. Non, le planning familial, si vous voulez, dans ces cas-là, ce qu'il faut que le planning familial fasse, c'est une information objective sur ce que c'est que la dysphorie de genre, ce que c'est qu'un parcours de transition, ce que c'est que les bloqueurs de puberté, quelles sont les conséquences médicales sur des enfants qui prennent les bloqueurs de puberté, c'est-à-dire des médicaments qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché pour des enfants, il faut quand même le dire, c'est pas neutre. On sait aujourd'hui très bien qualifier les risques pour la santé des enfants, donc ça veut dire qu'on met en danger des enfants sans avoir fait le chemin qui permettait de s'assurer que l'origine de la souffrance était bien une dysphorie, et comme l'a très bien expliqué Florian, et j'étais encore avec une personne transsexuelle avant-hier, qui me disait, moi je ne comprends pas parce que j'ai eu besoin de ces années pour faire mon cheminement. J'ai eu besoin de ces années pour savoir vraiment qui j'étais. Et même quand j'ai fait, c'est ce que vous disiez à l'instant, que j'ai trouvé, c'est très juste parce qu'elle m'a dit exactement la même chose, elle me dit même quand j'ai fait les transformations, quand je suis sortie de l'opération, 1 mois, 2 mois après, j'étais pas sûre que j'avais fait le bon choix. Maintenant, ça y est, je sais où je suis. Mais ça a été très difficile et j'ai encore parfois des doutes sur moi-même et sur mon identité parce que c'est profond. Merci à tous les deux d'avoir témoigné. J'aurais aimé rester toute la soirée avec vous pour pouvoir parler de ce sujet qui fait beaucoup parler, mais tant mieux, tant mieux. Il faut pouvoir justement casser les tabous, casser les stigmatisations, casser les fausses idées reçues sur les uns et les autres et surtout bien comprendre les termes. On ne parle pas de sexualité, on parle de genre et c'est pas du tout la même chose. Merci 1000 fois Florian d'avoir été avec nous. Merci Sophie Liger aussi pour votre expérience. Je rappelle que vous êtes délégué général de SOS Éducation. On va marquer une courte pause, reprendre nos esprits parce que je suis quand même un peu émue et on se retrouve.
en plateau des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour dans le grand JT d'éducation, j'accueille avec plaisir Valérie Charolais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la Fédération nationale des CAUE. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui démarre ce week-end. On a une bonne nouvelle car vous allez nous parler des enfants du patrimoine. Un programme d'activités gratuites pour les écoles, collèges et lycées. Racontez-nous les activités en question. Alors, les activités, c'est très varié. D'abord, c'est dans la France entière, simultanément. Donc, le réseau des CAUE et les partenaires, on en a à peu près 500, propose des activités extrêmement variées pour explorer le patrimoine, que ce soit le patrimoine bâti, paysager, naturel. Donc, si je vous cite des exemples d'actions, ça va être très varié. Vous pourrez aller par exemple dans le Calvados avec des scolaires, les enseignants se sont inscrits pour leur montrer comment on fabrique le torchis. Si vous allez en Seine-Maritime, vous allez découvrir du patrimoine grands ensembles, parce qu'il y a aussi du patrimoine 20e. Et puis après, plus traditionnellement, si on reste à Paris, par exemple, on a la Bourse du commerce qui ouvre ses portes aux scolaires avec des accompagnants du réseau CAUE. On a des activités qui peuvent être aussi des rallyes autour du thème du patrimoine. Donc ça, c'est intéressant, c'est très ludique. Qu'est-ce qu'il y a comme activité encore? Il y a des activités sur l'eau aussi. Je pense par exemple à une activité en Haute-Savoie avec des barques en fait latines avec des anciennes voiles. Donc il y a un système qui a été reconstruit. On montre aux enfants avec des maquettes, etc. comment ça a été fait. Après, on peut aller aussi j'habite pas en Haute-Savoie, Mais oui, Strasbourg. On a envie d'y aller. Strasbourg. Un lycée qui ressemble un petit peu à celui qui est dans Harry Potter. C'est vrai? Donc pour eux, c'est le plus beau lycée. Donc on a une sortie scolaire à Strasbourg pour découvrir ce lycée, son architecture, son implantation dans le quartier. Voilà. Avec des historiens, avec des chargés de patrimoine? Avec des conseillers en architecture, etc., des guides. Donc voilà, on a énormément d'activités. Et alors pourquoi était-ce aussi important de faire une journée spéciale dédiée aux enfants, justement? Parce que les journées du patrimoine, souvent, effectivement, on voit des familles entières aller. C'est vrai. Mais aussi, dans le cadre des programmes scolaires, vous savez, il y a des projets pédagogiques, et puis il y a des matières, l'histoire, la géographie, les mathématiques. Alors, ce qui est intéressant avec les enfants du patrimoine, c'est que c'est l'occasion pour les enseignants, finalement, de convoquer ces disciplines-là, mais à l'occasion d'une sortie scolaire. C'est-à-dire que quand vous parlez architecture, finalement, vous pouvez parler mathématiques, vous pouvez parler géométrie, vous allez parler histoire, etc. Donc, on aborde autrement ces thèmes-là, qui sont parfois un petit peu ardus et puis qu'on voit toujours un petit peu sur nos cahiers, dans des ouvrages, etc. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de sortir de la classe et puis d'aller finalement enseigner à l'extérieur avec le patrimoine de proximité. On ne parcourt pas la France entière. C'est des sorties qui sont dans un périmètre immédiat du lieu. Oui, vous rassurez-moi, vous ne prenez pas l'avion. Il n'y a pas de taxe carbone après. Il n'y a pas de bilan carbone. Alors justement, parlons-en d'écologie, parce que c'est une façon, on parlait de mathématiques ou d'histoire, on peut parler aussi justement... On peut parler écologie, on peut parler par exemple dans l'Hérault, on a une sortie autour du plus ancien jardin botanique
de France. Et donc là, c'est l'occasion effectivement de parler botanique, de parler système eau aussi pour les enfants, voilà, tout le réseau hydrologique. C'est un moyen aussi de parler de la végétation, de parler de l'exposition de la végétation, de comment on va l'entretenir, etc. Donc du coup, effectivement, c'est dans le thème. Aujourd'hui, en plus, les Journées du patrimoine, je crois qu'il y a vraiment un thème patrimoine durable. Donc c'est aussi appliqué à l'environnement. Si on prend une journée type, donc un vendredi, puisque souvent ça se passe voilà, type, effectivement, il va y avoir maths, français, histoire, géo par exemple et sport. Donc c'est pluridisciplinaire. Ça veut dire que qui va aller aux Journées du patrimoine avec sa classe? C'est tous les profs qui se réunissent? Tous les profs, on a une plateforme qui s'appelle Les Enfants du patrimoine. Entre février et le mois de mai, nous mettons nos offres d'activités avec nos 500 partenaires. Et à partir de mai, les enseignants, quels qu'ils soient, peuvent réserver des créneaux en fonction de l'âge des enfants, des thèmes qui les intéressent, de ce qu'il y avait dans leur projet pédagogique ou autre. Alors ça peut être aussi bien en collège des profs d'histoire, des profs de mathématiques, etc. Alors c'est vrai que dans certains établissements, ils se coordonnent parce que maintenant, il y a quand même, c'est une manifestation qui commence à être très attendue par les enseignants. Donc on a vraiment dans certains collèges, dans certaines écoles primaires, une coordination en amont pour dire tiens, moi l'année dernière j'ai fait ça, je ferai bien ça cette année, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment n'importe quel enseignant peut trouver son compte parce que vous savez, le patrimoine c'est du récit, mais derrière se cachent effectivement des disciplines. Donc le prof d'histoire, il va raconter l'histoire du bâtiment. On a aussi des cas où les enseignants sont à deux à faire la sortie avec l'accompagnant. Alors, qui dit sortie scolaire dit aussi argent pour financer cette sortie scolaire et aussi personnes pour pouvoir accueillir tous ces enfants, ces classes dans ces lieux justement chargés d'histoire. Qui finance ça? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Alors, toutes les sorties proposées aux enfants du patrimoine sont gratuites. Reste à charge uniquement de l'établissement. Éventuellement un quart s'il y a un déplacement à faire en périphérie ou autre. Mais tout le reste, c'est gratuit. Ça veut dire que c'est offert par les partenaires et c'est offert par les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Stéphane Bern est le parrain de l'association. Je le salue, un camarade aussi de France Télé. Vous en êtes à votre 5e édition. Quelles sont les nouveautés par rapport aux années précédentes? Alors, on a beaucoup accentué le thème de l'écologie, le thème du patrimoine naturel. La question aussi du rapport plus généralement à tout ce qui est le risque aussi. Il y a des endroits où on va visiter certains établissements qui peuvent être soumis au risque, par exemple. Donc il y a quand même une évolution, on s'adapte. On a une offre qui va grandissante, puisque là, cette année, je crois qu'il y a 880 activités proposées. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a vu quand même une poussée des thèmes autour de l'environnement, de l'écologie, du paysage, etc. Oui, quand on a vu les incendies terribles cet été, et puis les nombreux départements qui manquaient d'eau potable, quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un séisme pour nous tous de voir ça au JT le soir, quand on rentre chez soi du travail, on se dit c'est pas possible. Juste à côté, on n'a plus d'eau potable, combien de temps ça va durer, dans quelle situation on est. C'est aussi une façon de sensibiliser les enfants aujourd'hui à cela et de rendre concret une situation, de leur expliquer Exactement, ce que ça veut dire. Quand on fait une balade urbaine, par exemple, on va leur expliquer là où on essaye d'avoir des réservoirs d'eau, comment on va les réutiliser dans l'année, comment ça va être distribué, la question du chauffage aussi qui se pose. Et en fait, les enfants sont très preneurs de ces récits-là. C'est quelque chose qui est extrêmement naturel pour eux, peut-être beaucoup plus que pour leurs parents. Donc voilà, c'est des choses qui sont maintenant dans les journées, dans les enfants du patrimoine, qui étaient un petit peu moins à l'origine, même si nous, en tant que CAUE, c'est quand même notre objet depuis près de 40 ans. C'est question d'environnement, c'est dans notre cycle, c'est dans notre ADN. Mais on voit bien qu'il y a une forte demande de ces sujets. C'est inscrit aussi dans les programmes scolaires. Ça n'y était pas, il y a 20 ans, c'était pas là-dedans. Donc voilà, il y a une offre qui est grandissante. Et puis vraiment, que ce soit les enfants, même les petits en maternelle, l'expliquer les cours d'eau, comment ça marche, comment ça se jette, avec des cartes, des photos, etc. Voilà, dès qu'on raconte une histoire, ça marche toujours. Ça marche tout de suite. Voilà. Alors, il y a une opération que vous avez mise en place qui s'appelle les yeux levés. Racontez-nous. Alors, lever les yeux, en fait, c'est une opération. Les enfants du patrimoine, c'est une opération qui est soutenue par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, ils ont créé un label qui s'appelle Lever les yeux. Ah, lever les yeux, pardon.
Donc, dans lequel, effectivement, nous sommes, entre guillemets, les plus gros fournisseurs d'activités. Voilà, donc on est labellisé, si vous voulez. Enfin, c'est pas vraiment un label, c'est un, je sais pas comment on peut définir ça, mais si vous voulez, c'est ce même terme-là, lever les yeux, va aussi pour les Journées nationales de l'architecture, par exemple. Donc ça, c'est le ministère qui, en dehors des enfants du patrimoine, la veille des Journées européennes, a aussi donné ce concept-là de lever les yeux au moment des Journées nationales de l'architecture. Là, elles sont plus tard, et puis c'est tout public. Mais effectivement, l'opération des enfants du patrimoine est reconnue et plébiscitée, je dirais, par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale. Alors, il y a les petits et l'école, enfin les petits et les moyens d'ailleurs, et les grands, et l'école, et c'est donc cette journée spéciale le vendredi, c'est bien ça. C'est ça. Donc vendredi qui arrive. Mais il y a aussi les 2 jours qui suivent, forcément samedi, dimanche, avec nous, parents et grands-parents, on continue. Est-ce que tous ces lieux seront aussi accessibles pour le public? Alors, certains lieux continuent à être accessibles, après adaptés à des visites plus d'adultes. On observe d'ailleurs un phénomène assez amusant, et ce n'est pas forcément l'objectif recherché, mais on savait qu'on allait vers ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des enfants qui font, des enfants du patrimoine, et qui disaient à leurs parents « Ah, mais demain ça continue, je voudrais bien y retourner, je vais vous montrer ce qu'on a vu, etc. » Et c'est eux qui vont raconter l'histoire à leurs parents. C'est eux qui vont raconter l'histoire aux parents. Donc ça, c'est génial. Mais en même temps, on sait très bien que toutes les familles ne font pas les Journées européennes du patrimoine, même si c'est un événement qui a pris énormément d'ampleur en plus de 20 ans. Pourquoi ils ne le font pas ? Parce que tous les parents n'emmènent pas, tous les parents ne s'intéressent pas au patrimoine, parce que ça paraît peut-être un peu... Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi quand même, la queue elle est un peu longue. Il y a énormément de monde, mais attention, il y a énormément de monde dans des grands sites connus, etc. Ce qu'il faut, c'est amener les gens à découvrir aussi le patrimoine quotidien, le patrimoine de proximité. Parce que l'idée, c'est quand même aussi... Pourquoi on fait découvrir le patrimoine ? Enfin, voilà, parce que c'est beau, effectivement, parce qu'on passe un beau moment, mais parce que aussi ça aide à comprendre l'environnement dans lequel on vit. Et quand je parlais tout à l'heure des grands ensembles, ça peut avoir un effet repoussoir, mais quand on commence à se dire, ben voilà, l'architecture, elle s'est faite comme ça, les modes de construction c'était ça, les matériaux c'était ça, l'occupation c'était ça, les gens commencent à regarder leur propre environnement autrement. Et donc l'idée, c'est aussi de comprendre son environnement parce que ça va aider à le respecter et puis ça va aider à le transmettre aussi, tout en transformant évidemment. Que du bon, ces journées du patrimoine, notamment cette journée spéciale, donc les enfants du patrimoine, un programme d'activité gratuite pour les écoles, collèges et lycées qui a lieu ce vendredi. Courez-y, c'est génial. Merci beaucoup Valérie Charolais d'être venue nous en parler. Si vous êtes d'accord, vous allez dire au revoir avec moi parce que l'émission va s'arrêter. D'accord. Et voilà, c'est la fin de ce grand JT. Voilà, on était bien ensemble, mais tout a une fin. On se retrouve bien sûr demain à même heure. Si vous voulez venir, vous êtes bien évidemment la bienvenue. Vous pouvez nous retrouver canal 247 sur les Freebox ou sur schooltv.com. Aujourd'hui, sachez, chère Valérie, qu'à la réalisation, il y avait Mani Pézac. Au son, Thibaut Goury-Lafont. Au make-up, Thaïs Sayad. Rédaction, Agathe Delannoy et Maguessel. Je remercie aussi tous ceux qui travaillent chez School, notamment Roxane Sarfati et Cécilia Brio. Bonne soirée à tous. À demain. Merci.